Tragique dilemme d'un routier mal marié qui rencontre l'amour au carrefour de sa vie. Dans le cycle Jean Gabin, Des gens sans importance, un film en noir et blanc réalisé par Henri Verneuil en 1955 avec Françoise Arnoul, Paul Francoeur, Pierre Mondy et Danny Carrel dans un instant. La séduction à l'infini. Samos, Samos, la portion de lait des grands. Ma salle de bain, je l'ai décorée toute seule avec les nouvelles dalles murales Gerflor, étanches et auto-adhésives. Et hop. Dalles murales Gerflor. Oh yeah! Solo! Batterie! Yoko de Chambourcy, plein d'arômes tous aux fruits. Yoko c'est bien meilleur, manger à deux à l'heure. Yoko tout doucement, meilleur lentement. C'est Yoko qu'on attend. Chambourcy, oh oui. Pour elle, le premier parfum de Benetton, Colors, à partir de 120 francs dans les parfumeries et grands magasins. Tu vois, petit, au pays de Florette, il leur pousse des carottes, des salades, des océans de verdure. Alors, ils se lèvent de bon matin pour les cueillir, pleins de rosée. Que nous, on se les mange leur salade prête, toute croquante. Au pays de Florette, ils se lèvent tôt. Les cheveux blancs, je vous avoue que c'est un charme dont je me passe. Pour couvrir en douceur mes cheveux blancs, je viens enfin de trouver ce que j'attendais. Dédicace de L'Oréal. Tout nouveau, très simple à utiliser. Regardez, avec Dédicace, je retrouve ma couleur naturelle en beauté. Et Dédicace s'estompe après 5 ou 6 shampoings. Vous attendez quelqu'un, mademoiselle? Oui, toi. Dédicace de L'Oréal pour couvrir en douceur les cheveux blancs. Prograin de Kellogg's, un petit déjeuner comme au paradis. Prograin de Kellogg's, un délice sur terre comme au ciel. Prograin de Kellogg's! Attention, voici un disque exceptionnel. Polystar 8 avec Elton John, Vanessa Paradis, François Fellman. 16 superstars sur un seul disque. Polystar 8, la plus belle des compilations. Regardez bien ce jeune Français, il va devenir complètement américain parce qu'il a découvert Boogie, les délicieux cookies de l'Alsacienne avec d'extraordinaires pépites de chocolat, d'extraordinaires morceaux de noisettes et de non moins extraordinaires raisins. En un mot, Boogie, c'est l'Amérique, l'Alsacienne quand tu nous tiens. Page met du confort dans son papier toilette. Ce serait vraiment dommage de le jeter. Page, plus proche de vous. Plaisir partagé, saveur parfumée. C'est le thé éléphant au parfum envoûtant. Fruit de la passion, mûr ou bien citron, je t'invite à goûter au thé parfumé. Thé parfumé éléphant, mettez-vous au parfum. Mon Dieu, j'espère que nous n'allons pas rester en froid. Froid? Moi? Jamais. Damar, le bien-être assuré. Studio Line de L'Oréal. Spray modelant Studio Line. Modelé, créé, mode. Studio. Cranté, c'est fixé. Studio Line, sur tes beaux cheveux à votre mode. Violence, criminalité, l'Amérique a peur. Le diable est dans la rue. Mais les télévangélistes sont là pour rassurer l'Amérique. Enfants d'Elvis et de Calvin, ils sèment la bonne parole et récoltent les dollars. L'Amérique à la foi, l'Amérique est sauvée.
Dieu est américain et Jésus fric dans 52 sur la une. Entre nous, on peut tous dire. Moi, j'ai l'air d'un amiral, mais je ne suis qu'un vieux théâtre ambulant. Eh ben, jusqu'à un certain âge, j'ai plu aux femmes parce que j'avais les yeux bleus. Et allons-y gaiement. Vous êtes trop gentil. Voilà le mot que je cherchais. Et du champagne pour tout le monde. Par l'instant-là, et allez donc s'invertir le cordon. Mais non, je ne suis pas mort. C'est que vous avez été Bonsoir, monsieur l'ermite. Quand je sors avec une amie, je choisis toujours ce qu'il y a de meilleur. Merci. J'aime tout ce qui pétille dans la vie. C'est toujours comme ça. Ciel, ma ceinture. Désolé, chérie. Et hop. Ça va, Thierry? Ça va fort. Ceinture, ça va fort. Très fort. Pour avoir un bon fromage franc, généreux, offrez des fleurs à une vache. Elle vous donne un Richefleur. Richefleur, un fromage Richemont. Entre la première lueur d'intelligence et la nouvelle Passat, il y a un monde. Car, outre sa robustesse, tout est terriblement évolué dans la nouvelle Passat. Son CX particulièrement bas. Son coffre géant, son intérieur modulable, son habitacle le plus grand de sa catégorie, son tableau de bord où tout tombe sous la main, son moteur tellement silencieux. Bref, il eût été pour le moins prématuré de l'inventer plus tôt. Nouvelle Volkswagen Passat, c'est bouleversant d'évolution. Pour elle, le premier parfum de Benetton, Colors, à partir de 120 francs dans les parfumeries et grands magasins. Ça, c'est une garçon, non? Et ça, c'est une Playboy. Les belles Playboys font les beaux garçons. Bonsoir, bonjour. Patrick Sabatier lance un avis de recherche pour Bernadette Lafont. Elle est devenue la fiancée du pirate et de millions de Français. Elle a grandi à l'école communale de Saint-Géniès, dans le Gard. Toute la troupe de la comédie musicale Starmania, Étienne Dao, Éric Morena et le groupe Gold viennent chanter pour l'égérie de la nouvelle vague. Avis de recherche à Bernadette Lafont, le plus joli sourire de la nouvelle vague sur la une. C'est demain soir. Dis-moi ce que tu vends, je te dirai dans quel monde nous vivons. La publicité, miroir de la sensibilité collective du moment, c'est tout un art à feuilleter avec Serge Julie à minuit 25, les cahiers de la pub 88. Accident, défaillance en informatique, personne n'est à l'abri du trou de mémoire. Mais le magnétisme de Mylène de Mongeau va-t-il faire des miracles? Marion dans les labyrinthes de l'espionnage industriel à minuit moins 5. Les moineaux et les pinsons pour un nouvel épisode vers 2h moins 10, mais dans l'immédiat, c'est le dernier journal en compagnie de Jean-Claude Narcy. Couvre-feu à Alger après les violentes manifestations qui ont déjà fait 2 morts. Au Chili, les grandes manœuvres politiques au lendemain de la défaite du général Pinochet. Le conflit des infirmières, le gouvernement débloque 1 milliard de francs, ce n'est pas assez, répliquent les syndicats.
Madame, monsieur, bonsoir. État de siège décrété à Alger où 2 jeunes gens ont été tués par les forces de l'ordre lors des émeutes qui se sont poursuivies toute la journée. Ce soir, les autorités ont décidé d'instaurer le couvre-feu dans la capitale algérienne. Les habitants ne peuvent donc plus quitter leur domicile. À l'instant, nous venons d'avoir au téléphone le correspondant de l'AFP à Alger, Hassan Zenati. 2 jeunes frères, Riyad et Nadim, âgés de 14 et 23 ans, tués par balle à El Biar, sont les premières victimes annoncées des émeutes qui secouent Alger. Il y en aurait d'autres. Ils ont été tués alors qu'ils refluaient sous la pression des brigades anti-émeutes. Comble du tragique, leur père est lui-même policier. Alger s'apprête à passer sa première nuit de couvre-feu sous la haute surveillance d'un commandement militaire chargé d'administrer l'état de siège. C'est la première fois que ça lui arrive depuis l'indépendance du pays en 62, mais c'est le seul moyen trouvé par les autorités pour casser la vague de violence et rétablir l'ordre par la force s'il le faut, a rappelé le commandement militaire. La défaite du général Pinochet est considérée dans le monde entier comme un premier pas vers la démocratie au Chili. Je vous rappelle les chiffres définitifs du référendum. Eh bien, le non l'a emporté par 54% des voix. Le revers est tellement net que le gouvernement a démissionné en bloc. Reste, comme on dit en rugby, à transformer l'essai avec la mise en place du pluralisme politique et d'un gouvernement élu. Ce soir à Santiago, l'heure est aux grandes manœuvres politiques, comme nous le confirme notre envoyé spécial Didier Chauffier. La clôture du plébiscite a été rapide et les résultats confirmés quelques heures seulement après la fin du dépouillement. Ensuite, certains membres du gouvernement, comme pour l'entériner, ont tout de suite annoncé la défaite du oui. Durant toute la journée, les partisans du oui et du non ont analysé les résultats province par province. Les consultations électorales sont rares et la curiosité est grande. Les négociations entamées la nuit dernière au palais présidentiel de la Moneda se déroulent encore entre l'armée, toujours au pouvoir, et les dirigeants de la démocratie chrétienne avec à leur tête Patricio Aylwin. Augusto Pinochet a récemment déclaré à ses proches qu'en cas de victoire du non, il resterait encore au pouvoir 1 an comme prévu ou 6 mois. Mais pourra-t-il encore le faire sans l'aide du chef d'état-major de l'armée de l'air, Fernando Mattei, et des autres membres de la junte militaire? Oui, et une dépêche en provenance de Santiago nous apprend qu'il pourrait y avoir du nouveau, puisque le général Pinochet devrait s'adresser à la nation chilienne à la télévision d'ici à 0h30, heure de Paris bien entendu. Et le dictateur pourrait, dit-on dans son allocution, annoncer au pays la constitution d'un nouveau gouvernement. En Yougoslavie, les 100 000 personnes qui avaient manifesté à Novi Sao pour réclamer la démission du gouvernement provincial de Vojvodine ont eu gain de cause. Les manifestants reprochaient leurs dirigeants leur position autonomiste, scandant des slogans « La Vojvodine appartient à la Serbie, une seule constitution, une seule Serbie ». En France, à Nîmes en état de catastrophe naturelle. En effet, l'arrêté est à la signature du gouvernement. Cet arrêté concerne aussi d'ailleurs les 70 communes de l'arrondissement. La population, aidée de 3000 sauveteurs, tente de redonner à la ville un aspect normal. C'est un véritable travail de fourmi. Notre envoyée spéciale Catherine Nel a vécu toute la journée avec les habitants d'une rue de Nîmes qui difficilement renaît à la vie. Leur rue, ils ne la reconnaissent plus. Dévastée par des torrents de boue, engloutie sous des milliers de mètres cubes d'eau, elle ressemble à une décharge où l'on aurait abandonné de vieux meubles. Eux, les habitants, sont meurtris. Depuis 3 jours et 3 nuits, ils débarrassent, nettoient et tentent de s'organiser. Mais à quel prix? J'ai pas d'assurance, j'ai rien. Alors, moi, parce que moi j'avais un crédit pour mes meubles et tout, pour acheter des meubles et tout. Et voilà. Alors je viens de finir mon crédit, je ne vais pas me retomber sur un crédit pour repasser la même chose dans 4 ou 5 ans, c'est pas la peine. Hein. Au mieux se foutre une balle dans la tronche à ce moment-là, pour travailler pour 4000 balles par mois, c'est pas la peine. Hein. Au petit matin, la rue semble avoir retrouvé son aspect. Les pelleteuses ont travaillé toute la nuit. Pourtant, rien n'est réglé. Dans les cours, dans les jardins, tables, chaises, réfrigérateurs, des vies entières sont étalées. Les petits ateliers sont détruits, les magasins gravement endommagés. C'est toute l'organisation sociale qui est en jeu. Moi, si j'ai un peu de recours, de subventions, ma seule solution sera d'émigrer d'ici. Ce qui est un peu dommage parce que c'est un quartier très très plaisant. C'était tout du moins avant ça. Un mot qui n'était même pas présent dans les esprits ces derniers jours, mais qui commence à s'imposer. Une fois la situation d'urgence passée, il faudra bien réapprendre à vivre autrement. Les gestes de solidarité continuent de se multiplier et si vous voulez vous-même aider les sinistrés de Nîmes,
Voici un numéro de compte chèque postal pour envoyer vos dons à Nîmes Solidarité. Vous voyez apparaître sur votre écran. Nîmes Solidarité, CCP 43066 G, Montpellier. Les infirmières n'ont pas craint la pluie aujourd'hui. À nouveau, elles sont descendues dans la rue par dizaines de milliers pour réclamer la revalorisation de leur salaire et de leur profession. Les syndicats qui ont déjà obtenu du gouvernement une enveloppe de 1 milliard de francs, ce qui correspond en gros à une augmentation par salaire de 500 francs bruts, estiment que c'est insuffisant. Ce soir, les négociations se poursuivent avec le ministre de la Santé, Claude Évin. Voici le point avec Jean-Michel Carpentier. Si le gouvernement espérait un essoufflement du mouvement des infirmières, il a déchanté aujourd'hui car elles sont venues à plus de 30 000 pour défiler dans Paris, soit bien plus nombreuses qu'il y a 8 jours. Le statut de la profession, de meilleurs salaires, des emplois, les revendications ressemblent ici à celles de tous les autres salariés de l'État. Mais ce mouvement est particulier par la direction qu'il s'est donnée. Une coordination mêlant des militants de la Ligue communiste trotskiste et des infirmières non politisées, à l'écart de toute structure syndicale. Dans un premier temps, le gouvernement et les syndicats ont voulu contourner cette coordination. Mais celle-ci, très soutenue par les infirmières, a fini par être reçue par le ministre. Et puis ce soir, Claude Évin a proposé aux syndicats des mesures d'amélioration de carrière d'un montant d'1 milliard de francs. Mais tous, autour de la table, savent qu'ils devront compter avec la réaction des infirmières et de leur coordination. Et alors qu'il est, bien entendu, les tractations se poursuivent. Le gouvernement vient donc de lâcher 1 milliard de francs pour les infirmières. Il a lâché il y a quelques jours pour les personnels de l'audiovisuel public. Alors, est-ce qu'il ne risque pas de voir d'autres secteurs s'infiltrer dans la brèche, Philippe ? Bonne question, comme disent les hommes politiques quand ils ne savent pas quoi dire. En réalité, M. Bérégovoy se pose un peu la même question que vous. En effet, quand on fait le compte, il y a eu un zeste pour les entreprises dans le budget, un chouïa pour les agriculteurs, un peu pour l'audiovisuel, et bientôt il y aura d'autres revendications en lice, notamment les postiers et les instituteurs. Rocard est lui-même très inquiet car il ne veut pas revivre la grève des cheminots. L'infirmière, comme le cheminot, est populaire, 300 000 infirmières en France, dont tout le monde aura un jour besoin. Une infirmière débute à 5 600 francs par mois, c'est vraiment pas beaucoup, mais elles avaient obtenu de Madame Veil, en 1974, une prime de 150 francs. C'est cette prime qu'on a sensiblement augmentée, mais ça fait quand même 14 ans. Et puis, comme l'a dit Jean-Michel Carpentier, il y aura une revalorisation de la carrière avec un meilleur départ pour les infirmières débutantes et les aides-soignants. Comme le président a dit tout le bien qu'il pensait des infirmières, on a donc fait quelque chose. Mais en réalité, on assiste là à un phénomène curieux, c'est-à-dire que les syndicats n'embrayent pas sur des mouvements revendicatifs précis, mais que, spontanément, ça part et personne ne contrôle plus rien. Et comme dans le cas des cheminots de l'hiver 86, il y a un phénomène de ras-le-bol qui joue aussi bien d'ailleurs sur conditions de travail que salaire. Alors, le gouvernement s'efforce de freiner, il lâche les freins par à-coups, mais pour le moment, on est encore toujours dans le dérapage contrôlé. Merci Philippe. Autre conflit, autre négociation. Décidément, on négocie beaucoup à Paris ce soir entre les gardiens de prison en grève et le médiateur désigné par le gouvernement, M. Gilbert Bonnemaison. Les grévistes, d'ailleurs, avaient auparavant manifesté, place Vendôme, devant le ministère de la Justice, à l'appel de la CGT pénitentiaire. Ce soir encore, une centaine d'établissements sont touchés par le mouvement et les avocats ne peuvent toujours pas rencontrer leurs clients. Dans ces conditions, le procès des assassins présumés de Georges Besse risque fort d'être reporté, soit au lundi 10 octobre, au mieux, soit à une session ultérieure. Décidément, une fois de plus, Action Directe semble poser d'énormes problèmes à la justice, Jean-Pierre Berthet. Il y a comme une malédiction sur les procès d'Action Directe. Ils ne se déroulent jamais normalement. Tantôt, ce sont les accusés qui font fuir les jurés en les menaçant de mort. Souvenez-vous de Régis Schleicher dans l'affaire de la fusillade de l'avenue Truden. Tantôt, c'est leur grève de la faim qui jette un froid dans le prétoire. Rappelez-vous Joël Aubron et Nathalie Ménigon, transportés aux assises sous perfusion. Et cette fois, c'est la grève des gardiens de prison qui va donc très certainement contrarier la justice. Scénario probable. Demain matin, la grève des écrous empêche l'extraction des 4 accusés et le transfert de leur prison jusqu'au palais de justice de Paris. Si par extraordinaire ce transfert se faisait quand même, les avocats d'Action Directe demanderaient aussitôt le renvoi. Motif, ils n'ont pas pu rencontrer leurs clients au cours des derniers jours. Après tout, direz-vous, Rouillant, Ménigon et les autres sont de toute façon en prison et pour longtemps. Ce procès peut bien attendre quelques semaines supplémentaires.
Une femme et ses 5 enfants ne voient certainement pas les choses comme ça. Madame Georges Besse se prépare psychologiquement depuis longtemps à ce terrible face-à-face avec les assassins présumés de son mari. Ce sera dur, demain, de lui annoncer qu'une grève des écrous remet ce rendez-vous judiciaire à une date ultérieure. Je viens de vous dire que les négociations se poursuivaient entre Gilbert Bonnemaison et les syndicats de personnel pénitentiaire. Je m'avançais beaucoup, puisqu'une dépêche vient de m'arriver me mentionnant qu'il y a un nouvel échec des négociations, donc les négociations sont interrompues à la chancellerie. Le baromètre Sofres Figaro Magazine, qui va paraître, le Figaro Magazine, qui va paraître samedi, donne Michel Rocard et François Mitterrand au fait de leur popularité. Le Premier ministre avec 66% des Français qui lui font confiance et 64% pour le Président de la République. Jean-Marie Djibaou a été reçu aujourd'hui par Jacques Chirac et Alain Juppé au siège du RPR, une visite que le leader du FLNKS avait envisagée ici même, si vous vous en souvenez, lundi dernier, lorsque nous l'avions reçu pour une dernière. Un entretien, dit-on, qui s'est déroulé dans une atmosphère détendue. Jacques Chirac a précisé à Jean-Marie Djibaou que la décision du RPR sur le référendum serait prise le 15 octobre. Le gouvernement veut sensibiliser les Français au vote du référendum du 6 novembre prochain, avec en particulier des spots télévisés, Jean-Marie Michel. Nouvelle-Calédonie. Ils ont fait le geste de fraternité. 200 spots sur les 6 chaînes métropolitaines, plus RTL Télévision et les Dom-Tom. 200 spots en 15 jours. Objectif, mobiliser rapidement l'opinion publique. Un symbole, le collier de fleurs, la France unie, version Pacifique Sud. Le geste de fraternité que les publicitaires n'ont pas pu utiliser, la loi l'interdit. Message de leur campagne, cet effort-là doit être soutenu. Le référendum qui s'affiche, 6000 panneaux dès lundi sur tous les murs de France. 6 novembre, le geste de fraternité. Budget total de la campagne, 20 millions de francs. Dans l'enquête sur l'assassinat de la petite Delphine, le directeur et les 3 moniteurs du camp scout qui avaient été gardés à vue ont été mis hors de cause après des interrogatoires qui n'ont rien donné. À Vernon, dans l'Eure, une manifestation pas comme les autres, c'est la première du genre. 2000 jeunes sont descendus dans la rue pour protester contre le racket dont ils sont victimes périodiquement à l'extérieur et à l'intérieur de l'école. Un phénomène qui inquiète d'ailleurs beaucoup les parents de la région, on les comprend, ainsi que les responsables de l'enseignement. L'âge limite pour effectuer son service militaire repoussé de 22 à 24 ans, c'est ce que vient de décider le ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement. Et puis à la bourse, eh bien, stabilité à la bourse de Paris, comme sur les principales places financières. À Wall Street, l'indice Dow Jones des valeurs industrielles a terminé la séance en hausse de 1,06 points à 2107,57. Le dollar a clôturé à 6,35 francs, soit plus d'1 centime. L'indicateur des tendances était en léger recul aujourd'hui à la Bourse de Paris. Les valeurs françaises ont clôturé à moins 0,28%. L'or, lui, s'est relativement bien porté avec une progression du lingot qui gagne 1050 francs à 82 750 francs. Quant au Napoléon, il gagne 8 francs à 492 francs. Et puis pour terminer, j'ai bien envie de vous parler de 52 sur la Une, le magazine diffusé demain à 22h30. Il s'agit d'un reportage choc intitulé Jésus fric, réalisé par Claude Couder et Tony Comiti. Ils ont parcouru ensemble et leur équipe les États-Unis à la rencontre de quelques-unes de ces stars de l'église cathodique. J'ai bien dit cathodique et non catholique. Pour vous donner envie de voir ce document, en voici un extrait. Portée par des évangélistes et des téléévangélistes, la parole de Jésus harcèle l'Amérique. La tentation du Christ n'est pas seulement un événement cinématographique à scandale. Une nouvelle église est née, l'église cathodique, l'église électronique. Et les prêcheurs sont partout. Les Hell Angels, les anges de l'enfer, sont même devenus fils du Christ. Non loin des plages californiennes, Garden Grove et sa cathédrale de verre. Ce palais-église, avec ses 10 000 vitres teintées de feuilles d'argent, reçoit tous les dimanches plus de 3000 croyants. Son coût, la bagatelle de 18 millions de dollars, soit 108 millions de francs.
Une armée de bénévoles en livrée rouge accueille sur fond d'orgue et de chants d'oiseaux les premiers fidèles. C'est ici que le numéro 1 des télévangélistes en Californie tente de réconcilier Jésus et la société bon chic, bon genre de la côte ouest. Son nom, Robert Schuller. Il règne sur une église de 10 000 fidèles et un public de 1 700 000 téléspectateurs. Prions ensemble, il n'y a pas d'obscurité dans notre religion. Nous venons d'un lieu d'espoir et de joie. Béni soit le Seigneur, dit ici le prêcheur à un public fasciné, sous le contrôle des caméras du réseau Schuller. Voilà, si vous voulez voir la suite, vous n'avez qu'à noter sur votre agenda du vendredi 7 octobre à 22h30. À noter encore une exposition Jacques Brel, quai Branly à Paris, à l'occasion du 10e anniversaire de la mort du chanteur-poète, et puis l'ouverture de la foire de Toulon. Voilà, il me reste à vous rappeler les grands rendez-vous avec l'actualité sur la Une. À 6h30, Robert Namias et Francine Buchy. À 13h, Jean-Pierre Pernaut avec justement un spécial Brel. Et à 20h, Bruno Mazur. Et puis en fin de soirée, Jean-Michel Lelio. Quant à moi, je vous dis à lundi et bonne fin de soirée à tous. Bonsoir, bonne nuit. Urgence, sécurité, fort coup de vent, c'est le titre d'un communiqué spécial de la météorologie nationale. Prenez donc vos précautions contre ce vent qui, vous allez le voir sur la carte immédiatement, va souffler à des vitesses égales ou supérieures à 120 km/h en Manche et en Bretagne du Sud, en Atlantique, et à l'intérieur du pays à 80 km/h ou plus en rafale dans toute la moitié nord. Pour le reste, nous aurons un ciel surtout d'humeur très changeante avec beaucoup d'averses, notamment sur les côtes, en Manche et en Atlantique et sur le relief. Un ciel d'autant plus chargé que dans la moitié nord, au début de l'après-midi, ce qu'on appelle un front secondaire chargé de beaucoup de nuages et de possibilités de grêle, vous voyez ces petites taches blanches, va se déplacer d'ouest en est et traverser toute cette moitié nord selon le sens de déplacement de la flèche rouge. Pour le reste, les températures, vous allez les découvrir, seront fraîches en dessous des normes de saison, surtout dans la moitié nord. Une belle collection de 13 degrés et 14 degrés en Île-de-France prévus pour l'après-midi, alors que nous devrions avoir 17 ou 18 degrés. Prenez donc vos pulls verts, vos cabans, vos cirés, vos imperméables, fermez les cols et surtout pas de parapluie, car si en ce moment vous n'avez plus d'image sur le téléviseur, c'est que votre antenne a été emportée par une rafale. Chaudière électrofuel, 2 énergies valent mieux qu'une. Comme tous les ans, les cahiers de la pub de TF1 Publicité proposent un voyage dans la production publicitaire télévisée de l'année avec 6 explorateurs. Ce sont des philosophes, des sociologues, des chercheurs, pour explorer les rapports entre la publicité et la société. Quand on passe en revue toutes les mythologies actuelles de la vie quotidienne, on assiste à une même agonie de toutes les solidarités traditionnelles. Alors cela induit une angoisse, et cette angoisse marque paradoxalement par une surenchère dans l'individualisme. Edgar Morin interroge ce qu'il appelle cette errance de l'individualisme moderne.
Ben alors, le développement de l'individualisme, tout d'abord, il faut rappeler que il est lié à un phénomène, à un processus historique de plusieurs siècles, qui a commencé peut-être au XVe, XVIe siècle à l'Occident, qui est lié à l'affaiblissement de la religion, c'est-à-dire que l'homme est moins assujetti à Dieu, au développement de la bourgeoisie, des villes, à la diffusion des idées nouvelles mettant l'homme au centre du monde. Enfin bref, c'est tout un processus qui va se trouver développé dans les villes. Alors vous avez donc ce phénomène qui est accéléré au cours de notre siècle par le développement des conforts, des bien-être, par une sorte de démocratisation de l'individualisme. Et nous avons une situation tout à fait ambivalente, parce que d'un côté, il n'y a plus de liberté pour l'individu, d'un autre côté, il y a beaucoup moins de solidarité. Parce que ce processus est lié à l'érosion des solidarités traditionnelles. Mais il se passe en plus quelque chose dans une grande ville comme Paris, où il y a une sorte de hâte, de presse, parce que chacun subit la chronométrisation du temps. Tout le monde est bousculé et tout le monde bouscule tout le monde. Et dans cette sorte de surchauffe psychologique, il y a une sorte d'agressivité, de rouspétage permanent, de mauvaise humeur. Et cette sorte d'agressivité, finalement, se traduit par une méchanceté qui peut-être n'est pas fondamentale chez les individus, mais qui devient quelque chose c'est la chose qui se manifeste. Ça ne veut pas dire que les gens sont devenus pires qu'auparavant, ça veut dire qu'il n'existe plus l'intériorité en eux du réflexe de solidarité. C'est l'État qui doit s'occuper de la solidarité, ce n'est pas les individus. Nous entrons dans une société extrêmement complexe, et qu'est-ce que ça veut dire la complexité? Ça veut dire que chaque membre de cette société a de grandes libertés. Mais à la limite, une société qui serait totalement complexe, c'est une société qui se désintégrerait, parce que chacun ayant sa propre liberté, il n'y aurait plus rien pour faire la cohésion du tout. Et à ce moment-là, quel est le remède? Ou bien on régresse dans la complexité, on trouve des contraintes, ou bien au contraire, il faut qu'il y ait un sentiment vécu de communauté locale, mais aussi plus générale, et pour moi aussi humaine, valable pour tous les hommes, qui réussissent à s'intérioriser fortement. Or, nous n'en sommes pas là. Et nous sommes dans un moment d'errance de l'individualisme moderne. Miroir, 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 suis-je la plus belle, suis-je la plus belle? La plus belle, certes, mais pas la plus bête. Oh, vous me reconnaissez? Oui. Oui, moi c'est Anastasia. Et toi? Je suis installé. Il ne passera pas par nous. Ben moi non plus. Prêter, oui, pas donner. Plutôt me faire un harakiri. Je suis mauvais. Ta maman te donne pas de bonbons. Mauvais. 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 Bonsoir. Ce soir, je sors. Une seule fois suffit pour être contaminé. Ils sont forts, ces Français. La télévision est au diapason de la pub et non l'inverse. C'est la publicité qui impose son rythme frénétique, saccadé à la télévision. Mais on peut se demander si finalement cela ne traduit pas un nouveau rapport au temps qui est celui de nos sociétés. C'est la question que se pose Paul Virilio en parlant de ce qu'il appelle la télé-réalité. Plus que l'image publicitaire, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est l'image publique. Le problème du rapport à l'image passe par un moment qui est le rapport au temps. Or, nous assistons en ce moment
un transfert, et un transfert que l'on peut juger aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine, je dirais, des rapports sociaux, de la société. C'est le passage du temps extensif, où c'est le primat des longues durées, au temps intensif. Ce qui domine maintenant, c'est l'intensivité, et il est sûr qu'à ce niveau, l'image publique l'emporte sur l'espace public. Aujourd'hui, la manifestation, elle passe par l'image publique. Si on regarde ce qui se passe au niveau politique, mais aussi bien au niveau de l'informatique, on s'aperçoit que le virtuel l'emporte sur l'actuel. Tout se joue dans l'intensité, donc tout ce qui figure, le long terme, le vieillard, le livre, les expositions encyclopédiques, était inscrit dans le temps extensif et ne peut plus jouer dans le temps intensif. Donc on est en face d'une mutation relativiste du rapport au temps et à l'espace. Hitchcock parle très bien du temps de la télé par rapport au temps du cinéma. Il dit, au cinéma, on joue sur le suspense, c'est-à-dire sur l'attente. À la télévision, on joue sur la surprise, c'est-à-dire sur l'inattendu. Donc sur l'accident perceptif. On voit là que la notion de télé-réalité n'est pas du tout une notion métaphorique, mais tout à fait concrète. Le temps réel, le direct, c'est effectivement une réalité avec laquelle il faudra compter dans la société, dans la constitution de l'espace public. Et je crois que là, le problème de la publicité, c'est de s'inscrire dans cette image publique, dans cette image intensive, dans cette image vitesse. Et c'est là où il devrait y avoir un jugement moral. Comment sommes-nous passés sans jugement politique d'un rapport au temps à un autre? Il y a des débats sur la politique de l'espace. Faut-il partager les terres? Faut-il revenir sur l'appropriation des terres par les propriétaires terriens? Là, il y a des débats. Mais sur l'appropriation du temps court en particulier, il n'y a pas de débat. Vous pensez qu'il est possible de trouver... À quelle heure est-ce que... Quel est le bilan 85-86 de la société, réseau régional compris? Aujourd'hui, la compétition commence très tôt et ne s'arrête jamais. Mais sans armes, pourrons-nous longtemps faire face? Ordinateur, efficace, précis, puissant, décisif. Pour vos envois accélérés en France et dans le monde entier, Chronopost, les maîtres du temps. L'effondrement des grandes mythologies historiques, des grands opéras, de la continuité et de la cohérence a précipité l'efflorescence de l'individualisme. La société est devenue frileuse, avec des espaces où l'agressivité a été comme lobotomisée. Dans ce que Gilles Lipovetsky appelle la société douce, l'humour intervient comme une sorte de soupape, comme une autodérision, et traduit un besoin, le besoin de mimer une conflictualité perdue qui ressurgit de cette manière. Dans une société où les valeurs cardinales, c'est le plaisir et d'une autre manière la communication, le contact, eh bien, du même coup, l'humour, évidemment, prend une place considérable. Parce que l'humour donne une satisfaction et l'humour rend possible une proximité, un contact, une communication beaucoup plus directe. Enfin, on pourrait ajouter un troisième point, peut-être plus marginal, mais qui est important pour tout un secteur, qui est en particulier la presse, la communication écrite. C'est le fait que nous sommes dans des sociétés où les grandes idéologies prométhéennes se sont évanouies, où l'investissement idéologique est extrêmement faible, par rapport évidemment aux grands conflits manichéens des époques antérieures. Alors cette désidéologisation, on pourrait dire, comme disait quelqu'un de célèbre, cette décrispation
de l'espace idéologico-politique des sociétés démocratiques occidentales rend possible de prendre les choses avec davantage d'humour. Et c'est ce qui fait qu'on a moins d'excommunication, qu'on peut parler des choses avec moins de, peut-être, de haine, moins d'agressivité. Et en ce sens, la montée du code humoristique traduit d'un côté cette désidéologisation de la société civile, d'autre part peut-être, de manière plus fondamentale, de l'adoucissement des mœurs, dont parlait déjà Tocqueville il y a longtemps, au XIXe siècle, mais qui ne cesse de se développer, de concerner des catégories de plus en plus larges de la population. Dans des sociétés où les mœurs rejettent l'agressivité fondamentalement, il est clair que l'humour est en phase avec ce type de société que Tocqueville appelait douce. C'est affreux, monsieur l'inspecteur. Oh, mais c'était rien, monsieur l'inspecteur. C'est une trace. Et c'était là, quelle beauté. Oui, bon, bien, au revoir, monsieur l'inspecteur. Quelqu'un veut encore un peu de camembert? La Bretagne. Xylophène Color teinte le bois. Xylophène Color protège des intempéries. De toutes les intempéries. Pendant longtemps. 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 Que tous ceux qui aiment la danette, alors ils se lèvent. On se lève tous pour Danette, Danette, Danette. Chérie, nous allons passer à table. Toi aussi, c'est la première fois? Pour faire un bon fromage, franc, généreux, il faut de jolis pâturages fleuris et une vache. Chez Olida, vous serez bien traité. L'originalité de cette entreprise, c'est qu'elle recherche l'état des subjectivités collectives. Alors, ce qu'il y avait en commun dans l'ensemble de ces recherches, c'est un même souci de la complexisation irréversible des systèmes dans lesquels nous sommes et qu'illustre très bien Jean-François Lyotard. Il faudrait prendre un peu de distance, en fait. On a vécu pendant 2 siècles dans l'Europe occidentale et dans l'Amérique du Nord sur l'idée que tout le processus dans lequel nous sommes pris, en fait, était un processus de progrès. Ça voulait dire que nous allions, grâce à ce processus, à la fois technique, scientifique, politique, social, nous allions obtenir une certaine émancipation. Émancipation par rapport à l'ignorance, par rapport à la pauvreté, par rapport aux préjugés, aux méconnaissances. Il semble aujourd'hui que nous ne pouvons pas dire ça. Nous pouvons dire seulement qu'il y a en effet du développement, et ça s'appelle du reste développement, plutôt que progrès, dans tous les cabinets ministériels, qu'il y a du développement, mais que ce développement n'entraîne pas nécessairement un progrès. Et en ce qui concerne le langage en particulier, tout le monde sait très bien qu'en même temps que ces sociétés se développent, je ne sais pas si c'est elles qui se développent, mais subissent un développement, ce serait mieux de dire ça comme ça, en même temps, le langage subit, lui, de très larges effets de régression. C'est que nous sommes tenus de constamment communiquer. Donc ça veut dire qu'au fond, ce qui sera retenu, c'est ce qui peut faire message et qui exige de nous tout le temps que nous traduisions, c'est ce que je suis en train de faire, et c'est pas facile, que nous traduisions même les choses les plus intimes, les plus complexes, les plus incertaines. Il faut qu'on traduise tout ça dans quelque chose qui soit, si je puis dire, décidable en tout cas, en termes de message communicationnel. Ça, c'est la vraie crise du langage. Finalement, tout se passe comme si nous étions pris dans un processus de complexification
qui serait irréversible, dont personne n'est maître, pas même le président des États-Unis, que personne ne peut, bien sûr, ne peut arrêter, mais pas non plus même orienter autrement. C'est un processus très étonnant parce qu'il n'obéit pas à une loi générale que l'on appelle entropie et qui est qu'un système laissé à lui-même, au contraire, va vers le plus probable, c'est-à-dire le moins différencié. Là, on a un processus qui est de différenciation croissante. Et je pense que la télé, ou le télé plutôt, que je désignais tout à l'heure, fait partie de ce phénomène, en fait. Et que si la communication entre les humains devient une télécommunication, téléphone, téléfax, télévision, bien sûr, télégraphie, tout, ce que j'appellerais volontiers télégraphie au sens très large du mot, c'est-à-dire inscription à distance, car c'est ça que ça veut dire, c'est justement en vertu de ce phénomène de complexification, qui n'est finalement pas d'origine humaine et après lequel les humains sont obligés de courir pour s'y adapter. C'est possible de trouver des manques demain matin? Vous êtes sûr? Oui. Loulou? Vous n'avez pas vu Loulou? Tu la connais, toi? Elle vient de partir. Je te dis qu'elle est partie. Allô, Pamela? C'est moi qui paie. Souvent, la beauté de vos jambes ne tient qu'à un tout petit fil. Telik Alcatel. La réussite tient à un fil. L'action publicitaire est de plus en plus intimement mêlée à l'action politique, surtout en période électorale. C'est ainsi que pendant les récentes élections présidentielles, on a eu droit au choc entre trois marques. La Chiraki, la France Unie et la Le Penny. Ce n'était pas pour autant trois marques de lessive. D'abord parce qu'on n'a jamais vu un lessivier élu à la présidence de la République, et puis plus une politique prétend laver plus blanc, et moins finalement, elle est crédible. Les électeurs ne font jamais la confusion, c'est ce que note Alain Touraine. La politique, même quand on n'y voit pas très clair, c'est tout un arrière-fond. Vous choisissez une position politique beaucoup moins à cause du contenu de ce que les gens disent, que par le fait que les gens comme moi sont plutôt de tel côté. Vous ne faites pas le calcul de dire, voyons, ce que dit Mitterrand, ce que dit Chirac, est-ce que ça va me rapporter, où sont mes intérêts? Vous n'en savez rien. Et c'est absolument pas prévisible. En revanche, vous dites, les gens comme moi, je suis très conscient qu'ils votent plutôt Mitterrand ou qu'ils votent plutôt Chirac. Et c'est à partir de ça, de cette espèce de grand encadrement, que vous prenez une position, qui peut être déviante d'ailleurs, enfin qui est déterminée par ça. Autrement dit, il y a un arrière-fond de mise en situation sociale. Mais ça marche à partir du moment où on vous délocalise. On fait un petit geste comme ça, qui vous met un peu à côté de la plaque. Quelqu'un qui traiterait un homme politique en pur terme de marketing n'obtiendrait de résultats que si vraiment il y avait une extrême indifférence du public. Si les hommes politiques, après tout ça peut se produire au Monomotapa un jour, qui a à choisir entre deux hommes politiques qui soient comme deux marques de lessive. Mais c'est pas vrai. Il vient toujours un moment où il ne s'agit plus de lessive. Ou alors une lessive très particulière, la lessive Le Pen, ça rend noir. Je crois que notre société, notre culture, notre manière de vivre tout à fait quotidienne
a fait de l'imaginaire une grande partie de la réalité. Parce que nous sommes dans une société où les biens symboliques, les biens culturels sont même probablement plus importants, ou en tout cas passionnent davantage que les biens matériels. Alors il faut bien qu'on introduise tout ce rapport imaginaire aux biens symboliques dans l'activité économique. Mais, encore une fois, restons aux choses les plus simples. Les choses les plus simples, c'est quand même l'entrée de l'imaginaire dans le réel. I understand. I still want our lives to have Oh, cette cohabitation. Travailleuses, travailleurs. Si vous considérez qu'avec 6 millions de fonctionnaires, l'État est à sa place, le changement indispensable. La durée de l'indemnisation. Il est temps, vous savez, diminuer les prestations métropole et outre-mer, mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes, il n'y aura pas de progrès économique durable de notre pays. nous voici arrivés au terme de cette campagne. Mes chers compatriotes, 45 nous secondes. sommes tous attachés au même idéal. Je suis le seul, vous le savez, qui ait la loyauté, la droiture et la fermeté nécessaires. C'est parce que on a peur. Alors si je vous suis bien, vous voulez dire par là que l'on peut voter pour un candidat au premier tour? J'en ai fait la démonstration irréfutable. Et la gauche, est-ce qu'elle est condamnée à devenir une sorte de momie dans un musée? Et on ne aussi pas. C'est possible? Ja, das ist possible. L'un des traits saillants de nos sociétés, c'est l'emballement de la révolution machinique. Sa pénétration dans l'ensemble des compartiments de notre vie quotidienne jusqu'aux plus intimes. Est-ce la raison pour laquelle l'écologie, par exemple, dans la symbolique publicitaire, tient une si grande place, notamment cette année? Et on peut se demander, comme le fait Félix Guattari, si on n'assiste pas à une tentative de recomposition d'une vie quotidienne émiettée par la révolution machinique. Je suis d'une génération dont l'enfance, l'adolescence, vivait la perspective de l'arrivée dans l'an 2000 comme quelque chose d'extraordinaire, de magique, d'incroyable. Et maintenant qu'on y est, qu'on y arrive, on s'aperçoit qu'il y a des choses à la fois complètement ordinaires, banales, obsolètes, qui vont rester ainsi jusqu'à l'an 2000, et puis une révolution incroyable, insoupçonnable. L'invasion des machines dans tous les domaines de la vie personnelle, de la vie collective, de l'art, etc. Alors, est-ce qu'il y a lieu de s'en plaindre? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette tournure que prennent les choses? Par certains aspects, il est vrai que cette révolution machinique est tout à fait inquiétante, qu'elle sérialise les individus, qu'elle les coupe de leurs rapports sociaux les plus immédiats. Mais d'un autre côté, on ne peut pas se plaindre de ce que la machine remplace les travaux les plus difficiles et elle nous ouvre des révolutions scientifiques incroyables dans tous les domaines, en particulier dans le domaine agroalimentaire, qui changera les conditions de vie sur la planète. Donc la machine envahit tout et pourtant, elle est corrélative d'un malaise immense, qui est repéré à travers les crises économiques, les crises sociales, mais qui n'est pas vraiment pris en compte. L'homme ne vit pas seulement de logiciels, il est concerné avant tout et de plus en plus par l'existentiel. Ce qui est valorisé par l'argent, par le prestige, par les hiérarchies, c'est toujours quelque chose de l'ordre du logiciel. Et ce n'est jamais la créativité, l'invention de nouveaux modes de vie, ce que j'appelle l'existentiel. Il y a maintenant des millions de chômeurs qui s'accumulent, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être simplement comme des déchus de la machine, ou est-ce qu'il va y avoir une nouvelle finalité de l'ensemble du champ social qui est construire la vie, construire l'existence, au niveau individuel, au niveau esthétique, au niveau du voisinage, au niveau des rapports hommes-femmes, des rapports avec les enfants, etc. C'est une finalité maintenant politique majeure, et encore une fois, je m'inquiète de ce que finalement
peu de gens, mis à part les écologistes, se préoccupent de ça. Et les écologistes eux-mêmes, il y aurait beaucoup de choses à dire, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une écologie environnementale, mais aussi d'une écologie sociale. Donc voilà ce que je crois, c'est la grande ambiguïté, le grand vertige machinique qui nous prend à l'arrivée de l'an 2000. La nature, gorgée de vie, vibrante, épanouie. Et au milieu, un surdoué, l'être humain. Doué pour tout, sauf pour vivre naturellement. Alors le corps se venge, il fonctionne moins bien. Vous êtes exigeant avec vos sons. Vous les faites travailler dur. Alors, si vous voulez qu'elle garde le rythme, C'est l'union parfaite d'une tendre marmelade d'orange, d'un amour de chocolat enlacé sur un lit de génoise. Pourquoi j'ai dit oui? La prolifération publicitaire n'empêche pas de se poser des questions. Bien au contraire, elle les suscite. Les philosophes sont des professionnels du questionnement. À peine audible, celui-ci est plus que jamais essentiel. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire. Les philosophes sont des professionnels du questionnement. À peine audible, celui-ci est plus que jamais essentiel. I've lost all ambition for worldly acclaim. Et voilà, c'était les Cahiers de la Pub 88, une collection Ariel Renouf. 1880, l'Afrique, un continent libre et très alléchant pour une Europe en pleine expansion, mainmise sur les terres, imposition des taxes, c'est le début de la colonisation d'un peuple. C'est Africa, 6e volet à 2h15 du matin tout à l'heure. Programme de nuit non-stop sur la Une qui se poursuivra avec 4 histoires naturelles à partir de 3h du matin. Et une chasse aux copains de Bahut qui a manifestement fait ses preuves tout au long de la semaine, puisque Bernadette Lafont et ses anciens camarades de classe nous ont promis les 400 coups. Avis de recherche avec Patrick Sabatier ce soir vendredi à 20h35, mais pour le moment, Mylène de Mongeau, Marion.